et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber. I'm the king of the podcasters. Et mon équipage se compose de... Jeff Domenech, podcast-moi comme une de tes filles françaises. Sophie Benamon. Ça fait 84 ans que j'attendais ce podcast. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Titanic, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes cinébuddies pour notre traversée de l'Atlantique et pour parler de Titanic 1997 réalisé par James Cameron. 1997, année dominée au box-office par Le Cinquième Élément et Here Comes the Man in Black. Cette année voit également naître Chloé Grace Moretz et s'éteindre du lourd avec Robert Mitchum, James Stewart et Toshiro Mifune. Et maintenant, c'est au tour de Sophie, la reine des sept mers, les sept mers s'énervent, de nous raconter le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Titanic, vous connaissez la fin et James Cameron le sait. Et très intelligemment, le film commence dans l'épave du Titanic, la vraie, que James Cameron filme en sous-marin, et nous plonge au cœur d'une équipe en quête de trésors dans l'équipe du Titanic, avec à son bord une mystérieuse octogénaire, nonagénaire, on ne sait pas quel âge elle a tellement elle est vieille, et qui, elle aussi, va nous dévoiler les mystères de cette traversée de 1912. Et on plonge avec elle dans la vie de Rose, c'est elle, et sa rencontre avec Jack. Parfait, chère Rose. Et maintenant, c'est au tour du capitaine Jeff de mettre en marche les machines et de fracasser une bouteille de champagne sur la coque pour inaugurer le voyage et la genèse du Titanic. Et vogue le navire. J'ai entendu dire, parce que, contrairement à ce que vient de dire Sophie, qu'il aurait utilisé une maquette pour le début du film sur l'épave du Titanic. Ce qu'on voit dans le film, ce ne serait pas la vraie épave. J'ai lu ça dans Première. Je sais pas, je pense qu'il y a quand même un mélange avec des images de la vraie épave. Ouais. Et ils ont dit non, ils ont mis une épave et ils ont fait croire que c'était la... Ah. Après... Parce que la maquette, elle servait souvent pour les transitions, justement, entre la vraie épave et le pont du bateau. Quand on voit dans le making-of, on voit bien que... Mais peut-être qu'effectivement, ils ont... Je sais qu'il y a des images d'archives de la véritable épave. Mais où exactement? Peut-être pas. Des épaves, il y en a à Hollywood. Hein. Alors, concernant la genèse du film, James Cameron, à ce moment-là, est en train de préparer Spider-Man. Ouais. Justement, avec un rôle qui serait prévu pour DiCaprio. Ouais. Et c'est très compliqué. Finalement, ça sera Sam Raimi qui récupérera le projet. Je ne sais pas si je t'avais dit, Sophie, que Jean avait collaboré avec Sam Raimi. Tu ne le savais pas, sur La Villette 3 ? Non. Faudra qu'on te raconte un jour. Et évidemment, c'est un projet qu'il a en tête depuis un long moment. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce niveau-là. J'ai un ami à moi qui est parti faire un stage à la Fox dans les années 90. Ouais. Et on lui dit, tiens, mets-toi dans ce bureau, c'est un mec qui est en train de préparer un film et ça fait des années, il s'en sort. Il est là, il est pas là, donc tu peux lui dire. Et il me dit, j'arrive là-dedans, il me dit, il y avait des post-it de partout, des photos, etc. Il y avait une grande photo de River Phoenix, à l'époque, qui était prévue. Et c'était le bureau de Cameron qui préparait déjà son Titanic. Waouh. Mais c'était des débuts des années 90, quoi. Il avait déjà ça en tête. Incroyable. Et ce qui l'intéressait surtout, c'était d'aller visiter le Titanic, avant toute chose. Et il annonce un projet qui s'appelle Planet Ice. Évidemment, il ne va pas appeler ça Titanic. Et il dit qu'il part en Nouvelle-Écosse pour filmer des icebergs, etc., pour un documentaire, donc tout le monde le croit. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il prenne un sous-marin et qu'il va visiter l'épave du Titanic. Donc là, évidemment, l'info sort. Et surtout, il se fait chambrer parce qu'on lui prédit un flop, on lui prédit un Waterworld, une porte du paradis. Et un film sans star dont tout le monde connaît la fin, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et savoir que sur le tournage, parce qu'on parlait des t-shirts, souvent les t-shirts sur les tournages, les techniciens avaient marqué « Il ne peut plus rien m'arriver, j'ai tourné avec James Cameron ». Donc voilà, tout est parti de l'histoire du Titanic. C'est vrai. En fait, ouais, t'as tout à fait raison, Jeff. En fait, il n'était pas du tout fasciné par le Titanic au départ. Il était fasciné par les sous-marins, The Abyss et tout ça. Et quand il va pour tourner The Abyss, on lui présente la caméra qui a été filmer l'épave du Titanic. Ces fameuses caméras sous-marines qui étaient assez révolutionnaires à l'époque. Et comme c'est avant tout un fou de technologie, il a commencé à s'intéresser au Titanic d'abord via cette caméra et cette technologie.
Et c'est presque le défi technique qui lui a plu, plus que raconter l'histoire, effectivement, qu'on connaissait déjà. Donc il a beaucoup galéré pour essayer de trouver comment raconter un film dont tout le monde connaît la fin. C'est vrai, et son pitch, quand il arrive à Hollywood, c'est Roméo et Juliette à bord du Titanic. Donc le Titanic qui a coulé en 1912 et le film est une espèce d'ancêtre de ces grands films catastrophes des années 70 d'une certaine manière. On avait vu l'aventure du Poséidon, c'est toujours la folie des hommes face à mère nature et aussi un échec de la technologie puisque c'est toujours l'orgueil des hommes avec ce vaisseau qui était censé être totalement insubmersible. On retrouve ça dans 2001, on retrouve ça dans le Terminator, c'est l'échec face à la technologie. Et l'idée de Cameron, c'est de prendre des figures historiques, des gens qui ont véritablement existé, et de les mélanger avec des personnages de fiction. Donc ce personnage de Rose et ce personnage de Jack Dawson. C'est un film social, j'ai trouvé, moi, en le revoyant cette fois-ci. Tu as effectivement, comme dans les films anglais, le côté upstairs, downstairs, où on voit les pauvres qui sont condamnés à mort dans la cale et les riches qui s'en tirent dans les premières classes. Et c'est un film qui est absolument bouleversant. Cameron, quand il veut se détendre, il part sous la mer. T'as vu, il a son propre petit sous-marin, effectivement. Il a fait ses propres images du Titanic. Et c'est un type qui est presque plus proche d'un Méliès ou de ces gens qui ont réinventé le cinéma et la technologie que d'un véritable metteur en scène. Et chacun de ces films, tout le monde dit au départ qu'il va être perdant et il faut jamais, comme on dit à Hollywood, il faut jamais parier contre James Cameron. Tu parlais d'une critique des castes sociales et des classes sociales. Ouais. Mais si tu regardes, tu sais aussi qu'ils sont tous égaux devant la mort. Parce qu'à un moment donné, il y a un mec qui est blindé, qui a de l'argent, qui propose de l'argent, un mec prend même votre argent ne vous sauvera pas. Ouais, c'est terrible. Mais les images tragiques, notamment ce vieux couple qui est allongé dans le lit avec l'eau, là, c'était des gens qui ont véritablement existé. Et l'homme ou la femme était l'héritier des magasins Sears en Amérique, qui était l'équivalent des Galeries Lafayette. Et c'était effectivement des gens très riches qui ont trouvé la mort à bord du Titanic également. C'est aussi, je trouve, une critique de l'organisation, parce que la technologie marche pas, que le vaisseau rencontre un iceberg et que ça soit la panique, ok, mais qu'il n'y ait pas assez de canaux de sauvetage pour mettre tout le monde dedans, c'est presque là le problème, parce que les catastrophes, finalement, tout le monde y fait face, mais qu'après on se dise, non, on peut en sauver qu'une partie parce qu'on n'a pas prévu. Ça, la critique, elle est énorme là-dessus de James Cameron. Je pense que c'est la chose qui l'a le plus choqué quand il avait enquêté là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et son film se base aussi sur un film des années 50 qui était, tu sais... A Night to Remember. Exactement. Quand on voit le film original, il y a beaucoup de choses en commun entre les deux films, effectivement. Tout à fait, oui. Il l'avoue, il a dit que c'est en voyant ce film aussi qu'il a pris son inspiration. Ouais. Et tu disais, Jeff, que l'argent ne peut pas vous sauver. Effectivement, on a vu récemment des milliardaires qui étaient sous la mer pour aller visiter également l'épave du Titanic et qui ont trouvé la mort à bord de ce sous-marin de façon tragique également. Le Titanic a encore fait des victimes. 100 ans plus tard. Ouais. Exactement. Et est-ce que tu as remarqué, Sophie, que tous les films de James Cameron commencent par A ou par T? The Abyss, Titanic, Terminator, c'est frappant. Quasiment la plupart de sa filmographie, c'est soit un A, soit un T. Sauf Piranha, mais il a retiré de sa filmo. Ouais, c'est vrai. Piranha, il paraît qu'il a été viré du film et que la nuit, il revenait en cachette pour fabriquer des piranhas en plastique dans la cabine et tout. Il voulait refaire le montage, tout ça, sur Piranha 2. Ouais. En plus, il a pris le projet en cours. Ouais. Mais non, ça l'a pas... Non, c'est incroyable, et c'est un génie, parce qu'effectivement, quand il a eu l'idée avec Schwarzenegger de faire de Schwarzenegger le méchant de Terminator, ça a changé la carrière des deux d'un coup, parce qu'au départ, il devait faire le rôle de Michael Biehn, Schwarzenegger, on le sait, tu vois. Et c'était une idée de génie de lui faire jouer le méchant. Il tourne donc, on a dit, moi je croyais, dans la véritable épave. Cameron voulait que ce soit une espèce d'hommage à tous les gens qui sont morts, en fait, si tu veux, véritablement dans le Titanic. Ce qui nous amène à Sophie, la Rose du show, qui nous parle un peu plus du casting du film. Ah, le casting. Alors, justement, tu parlais de films catastrophes, et James Cameron ne voulait pas ressembler aux films catastrophes des années 70, comme La Tour Infernale, où il y avait une pléiade de stars qu'on voyait apparaître et on disait tiens Paul Newman, tiens Steve McQueen, tiens Faye Dunaway, tiens ceci, tiens cela, tiens Fred Astaire. Enfin, La Tour Infernale, pour ça, c'est un défilé, quoi. Le Poséidon aussi. Le Poséidon, un peu moins, mais ouais aussi, tout à fait. Et donc, il avait cette hantise-là. Donc, il voulait absolument pas mettre de stars dans le Titanic. Il voulait que les gens ressemblent presque au personnage d'époque qu'il avait choisi. Kathy Bates ressemble à Molly Brown. Il y a plein de gens qui ressemblent à leur personnage historique. Et donc, pour voir si les gens rentraient bien dans l'époque, ce qu'il a fait, c'est qu'une fois qu'il a eu l'accord de la Fox, tout ça, il trouve un petit décor d'époque d'une série
qui traînait là dans les studios de la Fox, et il fait faire son casting dans un décor d'époque, et il appelle ses comédiens. Alors, Roméo et Juliette, dans le Titanic, tu l'as dit, donc DiCaprio qui venait de tourner Roméo, mais Roméo et Juliette n'était pas sorti, est fortement pressenti. Il l'a en tête, tout le monde, c'est le nom qu'on murmure à l'époque. Il n'a pas encore de succès, DiCaprio, mais tout le monde parle de lui. On l'a vu face à De Niro dans Blessure secrète. On sait toute la fièvre et on sait aussi la ferveur que les adolescentes ont déjà pour lui. DiCaprio, c'était d'abord une star de télé, donc il a un énorme potentiel et en même temps, il n'est pas encore la star qui va devenir. Donc, il est effectivement dans la shortlist. Il vient faire une audition. Tout le monde dans le studio veut assister à l'audition. Cameron sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe entre DiCaprio et le public et il n'hésite pas trop longtemps. Il y a 2-3 choses qui vont le faire hésiter cependant et il va quand même être amené à considérer d'autres garçons comme Matthew McConaughey. La première chose, c'est le caractère de DiCaprio. Il n'est pas facile comme garçon. Et le premier témoignage, ça va être sur l'audition de Kate Winslet. Donc après, Cameron va auditionner beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes actrices de l'époque. Donc on a fait la liste, il y a Gwyneth Paltrow, Mila Jovovich, Jennifer Connelly, Angelina Jolie. Enfin, elles étaient très nombreuses. Winona Ryder, Claire Danes, Gabrielle Anwar, Reese Witherspoon, et toutes refusent, effectivement. Alors Claire Danes refuse très vite parce qu'elle vient de faire Roméo et Juliette avec DiCaprio et elle dit c'est bon, je ne vais pas en faire un deuxième. Mais oui, il y en a qui sont plus ou moins considérées longtemps. Et celle qu'on pense arriver, c'est Gwyneth Paltrow. Elle est presque anglaise, elle est presque aristocratique. Elle s'est fait remarquer dans Seven de David Fincher. Elle a fait du film d'époque avec Emma de Jane Austen. Donc, elle a toutes les qualités. Elle est la fiancée de Brad Pitt. Donc, en plus, elle a ce côté people. Les studios adorent, ils sont fans absolus. Et Kate Winslet n'est pas du tout envisagée. Mais Kate Winslet, elle a vu le projet et elle veut absolument en être. Donc, elle insiste. Et elle finit par passer ses fameux essais. Et elle plaît beaucoup, finalement, au directeur de casting. Et de mois en mois, elle passe les différents castings. Et donc, on lui dit finalement, vous allez faire un test avec DiCaprio. Et là, DiCaprio, il arrive. Et puis, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc, on lui dit, il faut lire quelques lignes face à Kate Winslet. Et non, moi, je fais pas ça. Je fais pas de lecture. C'est pas moi. Vous me voulez, vous me voulez pas. Alors là, James Cameron est stupéfait. Il tend sa main, il serre la main de DiCaprio et il dit « Écoutez, merci monsieur, merci d'être venu au revoir. Mais ça peut pas se passer comme ça. Moi, je vais mettre 2 ans de ma vie dans le Titanic et je peux pas faire confiance comme ça sur le papier. J'ai besoin de vérifier une alchimie à l'écran. » Et il dit au revoir à DiCaprio. Et quelques temps après... Donc, c'est à ce moment-là que Kate Winslet passe des essais avec Matthew McConaughey, qui se passe très bien. Mais DiCaprio, tout le monde l'aime et tout le monde a envie de lui, vraiment. Donc, il va revenir et vraiment faire des essais avec Kate Winslet. Et Kate Winslet, comment elle a gagné ? Elle était tellement dedans, elle avait tellement envie du rôle, qu'elle fait son dernier atout. Elle envoie une rose à James Cameron et elle lui dit « Je suis ta rose, je suis prête ». Ouais. C'était très beau. Et ce qui était intéressant, c'est que DiCaprio, après avoir fait ses essais avec Kate Winslet, Kate Winslet va voir Cameron et les essais de DiCaprio étaient tellement spectaculaires qu'elle lui dit « Écoute, moi, peut-être que tu vas pas me choisir, mais lui, t'as vraiment intérêt à le prendre. » Et au départ, comme tu disais, Jeff, River Phoenix, parce qu'à la mort de River Phoenix, DiCaprio s'est épanoui, un petit peu comme Paul Newman s'est épanoui à la mort de James Dean. C'est des gens qui laissent tout d'un coup un trou dans le cinéma et qui laissent d'autres acteurs passer l'an 20 avec Patrick Devers, d'une certaine manière. Et on voit ça se répète à travers l'histoire du cinéma. Mais je voudrais juste brièvement citer quelques noms d'acteurs qui étaient pressentis avant DiCaprio. Bon, il y a Jared Leto à l'époque, qui refuse d'auditionner lui aussi. Tu vois, ils ont tous un peu la grosse tête. Tu disais Matthew McConaughey, effectivement. Chris O'Donnell, qui est connu à l'époque, Billy Crudup, Steven Dorff, mais ils sont tous un petit peu trop vieux pour Cameron, qui veut véritablement un jeune homme. Et DiCaprio, lui, il a commencé à faire des personnages entre Gilbert Grape, des personnages qui sont souvent soit des maniérismes, des tics, tu vois, qui sont toujours, qui ont des particularités très fortes. Et Cameron lui dit non, ce coup-ci, tu n'auras rien. Tu vas pas boiter, tu n'auras pas un œil crevé, etc. Tu vas être l'ancêtre, plutôt tu vas être
un enfant d'un Gregory Peck ou d'un James Stewart. Et effectivement, il est lumineux dans le film, et ça, à mon avis, ça reste encore aujourd'hui un de ses meilleurs rôles. Oui, je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Il n'a rien pour se cacher derrière il a juste son personnage. Ouais. Enfin, il peut se cacher derrière sa planche en dessin, à la rigueur. Et tu savais que lorsqu'il dessinait, les gros plans sur les mains qu'il dessine, c'est James Cameron. Ouais, c'est Cameron qui fait les dessins. Et on parlait du casting dans les seconds rôles. Il y avait De Niro qui avait été envisagé pour jouer le rôle du capitaine. Ok. Mais il a eu un problème de santé, il n'a pas pu faire le rôle. Et puis tu as raison, ça va dans le sens, Sophie, de prendre des acteurs qui ne sont pas connus, donc l'identification est plus grande et on n'a pas l'impression de voir des acteurs en train de jouer, ce sont simplement des grands acteurs. Et on se retrouve dans le rôle du méchant avec Billy Zane, qui est formidable, qui ressemble à Brando jeune. Et justement, il prépare un biopic de son Brando. J'ai vu des photos, c'est impressionnant. Incroyable. Il a la tête du colonel Kurtz, c'est le passage où Brando est à Tahiti. Et donc, on a Frances Fisher, qui joue le rôle de la mère de Kate Winslet. On a Gloria Stewart, qui joue le rôle de Kate Winslet vieille. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il demande à sa directrice de casting, trouve-moi une actrice de l'âge d'or d'Hollywood, du muet quasiment. Et au départ, Fave Ray, qui était la femme qui a été dans les bras de King Kong, a failli faire le rôle. Et finalement, c'est Gloria Stewart qui est choisie. Et elle est formidable. Hein. Elle est vraiment avec le diamant, le cœur de l'océan. Ouais, elle a de bonnes punchlines dans le film. Ouais. On voit également dans les seconds rôles un acteur que j'aime beaucoup qui travaillerait beaucoup avec Cameron, qui a la particularité d'avoir été tué par un alien et un Terminator. Bill Paxton, voilà, qui est magnifique. Alors, Bill Paxton ne devait pas être dans le film, en fait. C'est un copain de James Cameron, ils sont très amis. C'est ça. Et jusqu'à 5 semaines avant le début du tournage, il avait des négociations très avancées avec un acteur dont j'ai jamais réussi à savoir le nom, mais un acteur un tout petit peu plus connu et 10 à 15 ans plus vieux. Et donc, cet acteur finalement finit par le laisser en plan. Jeff, tu l'as fait remarquer, le film a très mauvaise réputation. On se dit, un film catastrophe, c'est plus la mode, donc les gens veulent pas y aller sur Titanic, les gens connus. Donc l'acteur le plante et il fait appel à son pote. Il dit, écoute, tu peux faire ce chef d'expédition, c'est pour le rôle du chef d'expédition de nos jours. Et là, il est confronté à un problème, c'est qu'il avait envisagé une ébauche d'histoire d'amour entre le chef d'expédition et une actrice, et le personnage, qui jouait la petite fille de Gloria Stewart, de Rose. Ouais. Voilà. Et là, il est confronté à un problème d'âge, c'est que comme il a pris un acteur 10-15 ans plus jeune, l'actrice elle est trop vieille, celle qui est prévue pour jouer donc il va engager du coup celle qui deviendra sa femme, Suzy Amis, qui deviendra Suzy Amis Cameron. C'est vrai, mais c'est pas plus mal. Je trouve qu'il ait baissé un peu l'importance de ce prologue et cet épilogue, parce que la vraie histoire, c'est quand même le Titanic. Et c'est pas ce que je préfère, d'avoir ces gens qui sont sur ce bateau dans le monde moderne. Ouais, mais ça crée un lien, au moins, peut-être voir le truc classique du Titanic dès le départ. C'est vrai que ça change un peu. Mais après, quand c'est vrai même. que ça peut paraître un peu long. Ouais. Alors pour le film, ils construisent carrément un studio au Mexique, parce que ça prend des années, effectivement. Je me rappelle, moi, de pleine page dans Variety, où ils annonçaient la catastrophe qu'allait être le film, parce que ça se tournait depuis trop longtemps et personne n'y croyait à Hollywood. Toutes les accessoires sont en mousse pour pas blesser les cascadeurs, parce que ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est que personne n'a été blessé, personne n'a trouvé la mort, alors qu'effectivement, un tournage de cette ampleur, où tu es parce que le pire dans les films, c'est de tourner dans l'eau. Tu sais, on a vu la catastrophe qu'avait été Waterworld. Et là, effectivement, il est dans les plus grosses cuves d'eau du monde. Et Cameron est une espèce de général d'armée. Il a une réputation d'être très, très dur, mais effectivement, pour assurer la sécurité de tout ce monde et pour faire avancer ce film, cette machine immense, tu dois être une espèce de petit dictateur sur le plateau. Et comme tu dis, il s'entend. Il y a même un mec qui empoisonne l'équipe, tu as vu à un moment ? Ouais, un gars qui s'est fait virer, il a mis de la drogue hallucinogène dans la soupe, c'est de la bisque de homard, je crois. Ouais. Et c'était en Nouvelle-Écosse, rage, mais il n'y avait pas DiCaprio, Kate Winslet ce jour-là. Ouais. Et il s'en est rendu compte rapidement, James Cameron, il est parti se faire vomir. Toutes les équipes, mais ça durait pendant 15 jours, ils étaient tous un petit peu... C'est hallucinant. On dit que c'est un chef cuistot qui aurait été viré, qui aurait voulu se venger. Il a fait ça, ouais. Mais il n'a jamais été attrapé, le mec qui a fait ça. Ouais. Ben non. C'est incroyable. Et Cameron suggère à un moment, pour gagner du temps, de tatouer le maquillage sur le visage des extras, des figurants. Tu vois, donc, il a des idées extrêmes. Et en plus, pour pas avoir de vapeur, il les a vraiment fait tourner dans l'eau froide.
Ouais. Tu sais, donc c'était vraiment quelque chose de... Je pense que le tournage a été terrible. Ça a duré Le 6 mois. tournage quand même. était dur, hein, oui. Ouais, Très, ça, très ça- dur, ça a hein. été très dur pour Kate Winslet, mais en même temps, on voit qu'elle a rempilé pour Avatar, le deuxième, tu sais. Elle a mis plus de 25 ans avant de rempiler quand même. Il a fallu. Et DiCaprio, il Plus faut pas jamais. lui parler de James Cameron. Ouais, c'est vrai. Non, plus de 6 mois, juillet 96, mars 97. hein. Incroyable. Mais il paraît que Kate Winslet retient sa respiration pendant 7 minutes dans Avatar. C'est ce que Oui. j'ai lu. Ouais. Mais apparemment, bon, elle est dans une piscine, elle n'est pas en train de bouger, elle met juste la tête sous l'eau. Mais ils ont fait un tel entraînement physique pour le film qu'ils sont tous devenus des athlètes et des plongeurs sous-marins, effectivement. Ouais. Et tu parlais Confirmé. des décors qui ont été construits au Mexique. En fait, ils n'ont fait qu'une seule partie du bateau, d'un seul côté. Ouais. Et par manque de moyens, etc., ils n'ont pas fait la seconde partie. Et donc, ce qu'ils ont fait, lorsqu'il filme la seconde partie qui n'existe pas, il est obligé d'inverser. C'est-à-dire que lorsqu'il écrit de la main droite, eh ben, il doit écrire de la main gauche, Ouais. parce qu'il va inverser les paroles. Les cheveux, s'il a l'arrêt d'un côté, eh ben, il va la coiffer de l'autre. Et tout est inversé volontairement pour pouvoir, après, superposer les images. Quoi. Ouais, Donc, c'est extraordinaire, le c'était encore travail. plus loin à faire. Ouais. Le film coûte plus de 200 millions de dollars, c'est quasiment 1 million de dollars la minute. On n'avait jamais vu ça à l'époque. Le film le Et plus ils cher. ont- hein. ouais, et la Fox a dû demander à Paramount de se faire aider pour financer le film, parce Voilà. que même Cameron a mis son salaire dedans, Ouais. son salaire de scénariste, Ouais. ses droits, tout ça. Bon, après, il a pu récupérer suite au succès du film. Mais on dit souvent qu'en préparation, le producteur a le flingue sur la tête du réalisateur, mais en tournage, c'est l'inverse. Voilà. Cameron utilise donc Digital Domain, qui est son ILM à lui, sa boîte d'effets spéciaux. Là, on a beaucoup d'effets spéciaux numériques, effectivement. Et c'est la première fois qu'on voit aussi des cascadeurs numériques, parce que c'est là où il a assuré la sécurité des gens. C'est que quand il commence à tomber des ballasts et tomber dans la mer et tout, c'est des créatures de synthèse. Mm. Et il n'a pas voulu mettre en danger la vie des cascadeurs. Et il a bien fait, effectivement, parce que c'est un tournage extraordinairement dangereux pour tout le monde. Mais en 97, c'est tout nouveau. hein. Personne n'a vu ça avant. hein. Jamais, ouais. On a eu les images de synthèse jusqu'à présent servaient à faire des dessins animés, Ouais, style ceux de Pixar, etc. c'est ça. Ou alors Jurassic Park en 94, qui était la première fois qu'on a vu des gros effets numériques. Oui, mais Ouais. pas à ce point-là, pas dans ces Non. détails-là, Non. comme Cameron l'a amené. Ouais, C'était ouais. vraiment une révolution. hein. J'ai lu qu'il avait une cuve d'eau de 19 millions de litres d'eau. Probablement tournée à Malte, qui est un des plus... là où il y a le plus... c'est la plus grosse cuve d'eau du Non, monde. c'était Mexique. Ah, c'est là où c'est c'était au Ouais, Mexique également. Ouais. Ils ont Ouais. creusé un truc avec de la dynamite, ils ont agrandi Incroyable. le bassin. Quoi. Et Cameron, il dormait 2 heures par jour. Il s'est injecté de la vitamine B12 dans les jambes pour tenir. Ouais. Il se shootait lui-même, c'était pas le docteur. hein. Il forçait ses techniciens à faire la même chose. Quoi. Ouais. On peut parler brièvement de la musique aussi. James Horner fait une musique magnifique et il veut Céline Dion. Il veut une chanson de Céline Dion, mais James Cameron ne veut pas de chanson chantée. voilà, qui n'a pas de chanson qui a chanté. Et puis tout d'un coup, ils partent en studio pour écouter la chanson de Céline Dion. Et là, ils se rendent compte que ça va quand même servir le film. Et ils sont tous émus. Et ils finissent par mettre cette chanson qui deviendra un énorme tube mondial. C'est pas ce que je préfère dans le film, mais Non, mais ça. Ah, la musique est très belle, la mélodie du film. Tu nous la chantes, Jeff? Non. Ok. On va éviter. Alors le film, on voit que c'est le plus gros succès de tous les temps jusqu'à Avatar. Donc effectivement, Cameron à chaque fois a des succès extraordinaires et ça va changer la carrière de ce jeune acteur qui est Leonardo DiCaprio, dont on va parler beaucoup dans une émission spéciale très prochainement. Mais on voit une époque d'une véritable Leo-mania, comme la Beatles-mania. Et effectivement, il y a un avant et un après pour lui. Le film gagne 11 Oscars, comme Ben-Hur, comme Le Seigneur des Anneaux. Et c'est là où on se rappelle que Cameron monte sur scène et avec rage s'écrie qu'il est le roi du monde. On lui a beaucoup reproché. Voilà. On lui a énormément Voilà. reproché. En fait, il était pris dans l'instant et il en a Ouais. parlé après. Il était pris dans l'instant Ouais. et il s'est mis à dire I'm the king of the world. Mm. Et là, il a senti le malaise. Il s'est dit et après il dit si je vous avais un conseil à vous donner, si vous gagnez un Oscar, ne citez pas votre propre film. C'est un pas trop loin. C'est vrai, il pensait faire ça de façon humoristique et en fait ça s'est retourné contre lui. Ah, complètement. Ouais. C'est ce qu'avait fait Jean Dujardin quand il avait reçu son Oscar à Hollywood. Il a dit ah putain c'est trop bon. Enfin il l'a fait à la française. En Ouais. fait parce qu'il avait tellement de pression pendant des mois Ah ouais. avec tout ce lobbying pour les Oscars. Lui ça veut dire c'est bon j'ai gagné l'Oscar, je vais pouvoir rentrer en France. Donc c'est un soulagement pour lui. quand Ouais, il a bon, hurlé on peut ça. pas imaginer quand tout d'un coup tu as toutes ces stars qui te regardent et tout et que tu montes sur scène, c'est pas évident effectivement. Surtout qu'en fait, tu dis c'est un succès et on le sait tous. hein. Ouais, Mais le premier jour, c'était pas formidable. hein. non. Le premier jour de sortie, donc ça sort un petit peu avant les vacances de Noël, comme tous les films qui doivent concourir aux Oscars. Ouais. Ça marche, mais correctement. Je crois que ça se place 2e au box-office ce vendredi-là.
Et puis bon, ce qui se passe, c'est que le deuxième vendredi, ça fait plus que le premier week-end. Ouais. Donc ça, c'est rare. Généralement, on passe son temps à baisser, on va de moins en moins en moins. Là, il fait un plus. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que ça continue à buzzer, ça continue à buzzer. Il n'y a pas les réseaux sociaux, hein. Et le bouche à oreille fonctionne, on dit c'est pas la catastrophe. Et le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, peut-être donc quelque chose comme 2 mois et demi après la sortie du film, c'est le jour où le film a fait le plus d'entrées. Ah, c'est extraordinaire, mais le film est régulièrement ressorti en salle et continue à engranger de l'argent. Il y a une ressortie en 2012 en 3D. Ouais. Et il y a encore pour les 100 ans du naufrage. C'est ça. Il accompagne à chaque fois Cameron. Hein. Il a fait le 10e anniversaire, le 20e anniversaire. Le 20e anniversaire en 2017, effectivement. Le 25e anniversaire en 2023. Et le film a encore ramassé, là, en 2023, quand il est ressorti, 70 millions de dollars. Extraordinaire. Des nouvelles générations découvrent le film à chaque fois. J'ai quelques trivia avant de passer au Weberama. Donc, il y a Brad Pitt était pressenti pour Jack aussi. Ah oui ? Ouais. Sûr ? Ouais, j'ai lu ça. Et le truc qui m'a le plus étonné, c'est qu'ils ont parlé de Madonna pour Rose à un moment. Brad Pitt, quand il a eu son Golden Globe, il remercie DiCaprio pour « L'été une fois à Hollywood ». Ouais. Comme quoi c'était un super partenaire, un super acteur, etc. Il termine en disant « Moi, je me serais mis sur la porte quoi qu'il arrive. » En parlant à la fin. Mais ça, on peut en parler brièvement de la porte, parce qu'on a beaucoup reproché à James Cameron le fait que Rose est allongée sur cette porte à la fin du film. Et tout le monde dit « Mais pourquoi elle ne fait pas une petite place à DiCaprio sur cette espèce d'énorme porte ?» Et il y a un show en Amérique qui est censé démystifier ce qui se passe dans les films. Et Cameron, ils ont essayé le test de Cameron. Et Cameron aussi a fait un gros article dans un magazine scientifique pour dire que jamais il aurait pu tenir sur la porte et que la porte aurait coulé, en fait. Parce que les mecs lui disent « Ouais, on a fait des études. » Et James Cameron dit « Moi aussi, j'ai fait des études. J'ai mis des années à faire mon film, je connais mon film, etc. » C'est là-dessus. Il n'était pas content. Il était pas content. Non. Ouais. Mais souvent, quand il parle de son film, il dit « Ouais, mais quand même, on connaît la fin, tout ça. » Il fait « Ouais, mon film, c'est comme un avion qui met 3 heures à s'écraser. » Mais ce qui est fort, c'est que pour déjouer ça, le fait que tout le monde connaît la fin, il nous la remet au début. C'est-à-dire qu'il y a un type sur le bateau qui va explorer l'épave, qui va montrer à Rose âgée et qui va lui dire « Voilà, vous voyez comment le Titanic… » Et il y a un espèce de truc sur ordinateur qui montre comment le bateau va se casser presque au milieu, va tomber à pic. Et Rose voit ça. Et nous, spectateurs, on découvre aussi comment le bateau s'est cassé, comment il a plongé. Et là, on est à 7 minutes du début du film. C'est vrai. Et le type nous raconte la fin, quoi. Et là, on a Rose qui dit « Oui, c'est bien beau de voir ce truc en diagramme et de nous raconter ça, mais c'était quand même autre chose de le vivre. » Bien sûr. Et on attend avec appréhension le moment où l'iceberg va arriver, justement. Et ça, c'est hyper fort, parce que là, du coup, le spectateur se dit « Ok, je connais la fin, mais est-ce que je connais vraiment l'histoire ?» Quand Sophie parle de, le bateau qui s'est coupé en deux, tu as la deuxième partie du bateau qui est complètement droite dans l'eau, et que tu vois les gens tomber, tu peux faire... Alors, le film a été fait en 97, mais quand tu penses au 11 septembre, tu vois ces gens tomber de ce truc avec ce truc qui s'écroule, tu peux faire un parallèle. C'est vrai, parce que quand vous voyez le film, tu verras. Ce bateau qui est droit avec ces gens qui se jettent dans le vide complètement et qui s'effondrent tout doucement. C'est vrai. Ça peut faire... Je dis ça parce qu'on enregistre le podcast aujourd'hui, on est le 11 septembre. Effectivement, voilà, j'y ai pensé aussi. Pour nos amis américains. Absolument. Pour alléger un peu tout ça, il y a un truc qui m'a plu, il y a une trivia qui m'a plu, c'est qu'il paraît que comme ils n'avaient pas le temps, ils étaient tous dans des piscines d'eau toute la journée, si tu veux, ils pissaient tous dans l'eau. Kate Winslet, DiCaprio, ce qui fait qu'ils étaient dans un bain d'urine permanent. Et ça devait être quelque chose sur le plateau. Et le film apparemment aurait coûté plus cher que le vaisseau lui-même, que le Titanic lui-même. Donc, et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, la vision du film en Weberama. Alors, le film fait quand même 3h14, plus long que la traversée du Titanic également. Et je propose comme titre alternative, La croisière s'amuse pas. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, Ice, Ice, Baby. Dum, 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 dum. Il paraît que s'il avait percuté de face, le bateau n'aurait pas coulé. C'est possible, mais c'est parce qu'ils ont voulu accélérer et arriver plus tôt à New York qu'ils sont tapés cet iceberg. Donc mais en voulant l'éviter, c'est là qu'il a déchiré la coque sur tout le côté. Il a expliqué que s'il avait pris de face, le bateau n'aurait pas coulé. L'iceberg aurait explosé. Juste 2 compartiments qui auraient... Incroyable.
Mais moi, ça m'a frappé, justement, en voyant cette épave au début, à quel point c'est un vaisseau fantôme dans lequel on pénètre. C'est magnifique, hein. C'est presque film d'horreur. Ça fait de la peine déjà. C'est terrifiant avec cette poupée sous la mer, etc. Tu rentres dans une espèce de musée tragique et je trouve qu'il manque un Meg quand même, Jeff, non? Ça aurait été mieux. Jason Statham dans Titanic 2, tu sais. Mais un truc, j'ai pas réagi tout à l'heure quand on parlait de la sortie du film. C'était un événement, la sortie de Titanic. Et surtout, ça cartonnait parce que les gens retournaient le voir 2, 3, 4 fois. Oui. Genre, moi, j'ai eu la chance, j'avais un pote qui me l'a montré une semaine avant parce qu'il avait reçu dans son cinéma. On se l'était fait tout seul. Tu te prends une claque déjà. Et je pense que le film, ça reste un grand classique, comme pourrait l'être Autant n'emporte le vent, Docteur Zhivago, ces grands films-là qui vont ressortir éternellement au cinéma. Ouais. Et tu te prends une claque dans la gueule quand tu vois Titanic. Il y a plein de gens qui critiquaient le film, etc. Mais ça reste, c'est un des grands classiques du cinéma aujourd'hui. Je suis bien d'accord avec toi. Il y a un truc qui est magnifique, c'est les cuts entre la réalité et le passé. Tu sais comment on passe directement, tout d'un coup, dans le Titanic à l'époque. C'est magnifiquement fait et au bout de sur les mains là, on passe sur les mains de Kate Winslet qui vieillissent, c'est très très beau. Tout ça c'est fait par effet numérique bien sûr, c'est sublime. Mais c'est très beau quand elle tient son collier et tout, c'est magnifique. Cette première scène quand ils ouvrent la porte, tu sais, tu as deux serveurs qui ouvrent la porte du salon du Titanic et on comme entre dans... c'est super bien foutu, c'est vraiment magnifique. Et au bout de 20 minutes c'est parti, on est dans la vraie histoire du Titanic. Tu as vu, il y a une bande de chiens qui montent à bord, les pauvres chiens aussi. Tu as vu, j'étais triste pour eux. Les chiens du Titanic. Ceci dit, on dit, il y a une phrase drôle qui dit qu'il faut jamais perdre espoir. Regardez les homards qui étaient dans les aquariums du Titanic. Tu sais. C'est excellent ça. Et il y a une scène aussi qui m'a fait penser à Pretty Woman quand DiCaprio, il est à la table avec tous ses couverts. Ouais. Et c'est un peu comme Richard Gere qui expliquait à Julia Roberts, non, ça c'est le couvert pour ça, ça c'est le couvert pour ça. Et DiCaprio qui n'a pas l'habitude de voyager en première classe, parce que c'est un gueux, on va dire. Il voit tous ses couverts, il explique qu'est-ce que ça peut être. C'est là où il est le plus magnifique, quand il est habillé en smoking, et tout d'un coup on le voit en haut de cet escalier, ce grand escalier Titanic qu'ils ont reconstruit véritablement. Tu as l'impression de voir Gary Cooper ou Gregory Peck ou ces mecs de la grande époque d'Hollywood, et c'est vrai qu'il a tout le côté solaire, lumineux que le personnage devait avoir. Au début, on le voit de dos. J'adore quand les personnages sont introduits de dos, grand classique du cinéma et de Kinopod. En jouant au poker. Il est très beau et il y a une phrase qui est terrible parce qu'elle est très annonciatrice de ce qui va arriver quand il dit « We're the luckiest sons of bitches in the world ». On est les fils de pute les plus chanceux du monde, alors que cette main qu'il gagne au poker est en fait la mort qui plane sur eux. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi, quand on nous présente la 3e classe, d'entendre parler plein de langues différentes et de voir que le Titanic, c'est un vaisseau de luxe pour certains, mais c'est aussi le meilleur moyen de rejoindre l'Amérique pour beaucoup d'Européens et d'immigrés de l'époque. Et il nous montre, il a un copain italien, bien sûr, mais il nous montre toutes ces nationalités, tous ces gens qui rêvent d'Ellis Island, qui rêvent d'arriver à New York et de commencer une autre vie. Donc c'est terrible. Et on voit aussi que le T-1000, le robot en métal liquide, est à bord du vaisseau, puisqu'il est joué par cette actrice qui s'appelle Susan Goldstein, je crois, ou je ne sais pas son prénom, mais c'est elle qui joue aussi Vasquez dans Aliens, et c'est cette mère, tu sais, qui arrive avec ses enfants. Et dans une des scènes, à mon avis, les plus tragiques et bouleversantes du film, c'est quand elle raconte cette histoire à ses enfants alors que l'eau monte autour d'eux, tu sais. Ouais. C'est elle qui jouait le T-1000 à un moment la scène si fameuse quand elle transperce la gorge de ce type dans la cuisine avec son bras en métal liquide. La salle des machines est particulièrement impressionnante. Tu as vu, on se croirait dans un film de pirate. D'un coup, on passe dans un autre monde avec ces types qui chargent le charbon et tout, et c'est sublime, des décors naturels. Et tu as vu, Annie Wilkes est à bord donc aussi. Kathy Bates, Annie Wilkes, c'était dans Misery, et elle est magnifique dans le rôle de Molly Brown, qui a vraiment existé. L'insubmersible, on l'appelait The Unsinkable Molly Brown en anglais, et elle a vraiment existé, elle est superbe, et c'est elle qui prend DiCaprio sous son épaule, et il a la chance qu'elle ait un fils qui avait les mêmes mensurations que lui pour lui prêter un costume pour la soirée, t'as vu ? Ouais, mais c'est très touchant cette relation entre les deux. Oui, ça rend le truc pas trop manichéen. Les riches d'un côté sont comme ci, les pauvres d'un côté sont comme ça. Et il évite ça aussi. C'est un film social, mais c'est pas un film. Les riches sont méchants, les pauvres sont gentils, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a quelques petites erreurs de date dans le film. Ouais. Alors, il est passionné de peinture parce qu'il est dessinateur, etc. Et il est allé à Paris et tout pour dessiner DiCaprio. Et elle a des œuvres d'art dans le bateau. Donc, il y a les nymphéas de Monet, sauf que ça a été peint dans début des années 20. Et le film est censé se passer en 1912. Et pareil, les Demoiselles d'Avignon. À ce moment-là, en 1912, il est exposé à New York. Ouais. Donc, il ne peut pas être à bord du Titanic. Voilà, bon, ça fait partie des petites...
Ce que j'aime, ouais, c'est très dangereux cette proue. Là. Tu vois, on a cette fameuse scène où il dit I'm the king of the world, mais c'est pas du tout gardé. N'importe qui pourrait sauter dans l'eau. T'as vu alors qu'à notre époque, t'as pas accès aux proues des bateaux sur les croisières. C'est devenu interdit maintenant. Parce que tout le monde le fait dans les bateaux de croisière. Ils ont interdit aux gens de se pencher et de se mettre à la proue du bateau. Ouais. Et quand elle veut se suicider au début et qu'il lui dit mais l'eau est gelée, etc., ça annonce effectivement ce qui va se passer à la fin. Quoi. C'est terrible. Toujours cette prémonition. Et là où il est le plus charmant, effectivement, c'est quand il arrive à la soirée et qu'il lui fait le baise-main et il lui dit simplement « I always wanted to do it ». J'avais toujours envie de faire ça, tu sais. Et une star est née, quoi, devant nos yeux, d'une certaine manière. Vous savez qui est né le 14 avril 1912 ? Non. Le photographe Robert Doisneau. Waouh. Oui. Merci, Jeff. Mais DiCaprio a l'air d'avoir 16 ans quand même. Il fait très jeune. Il aurait ce syndrome du petit garçonnet. Il aurait cette tête de poupon pendant une grande partie de sa carrière. Il faudrait attendre tard dans sa carrière, presque le revenant, pour qu'il se masculinise. Oui, il a 21 ans, à l'époque, quand il tourne le film. Et il a vraiment l'air très, 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 très jeune. Il danse dans la cale avec une fille de 11 ans. T'as vu, ça aussi, ça annoncerait sa vie amoureuse par la suite. Et c'est un peu cliché quand même, tous ces Irlandais qui s'amusent et qui dansent, etc., de façon alors que les 1% en haut s'ennuient ferme, tu sais. Et c'est à cet iceberg donc, qu'on annonce, et c'est terrible, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de chaloupes. À genoux, chaloupe, tu te rappelles On aura tout vu. Jean-Louis, je vous écoute. Comme le film fait 3h15, j'en ai vu une partie sur mon iPhone, pour faire plaisir à James Cameron. J'espère qu'il nous écoute. Moi, j'ai découvert le film. Je débutais à Studio à l'époque. Et Titanic, c'est mon premier grand film à couvrir. Ouais. Et la projection était faite au Gaumont Grand Écran Italie, salle qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était un mono-écran énorme, le plus grand écran de Paris. Et Cameron avait demandé à ce qu'il y ait une projection unique, bien sûr, et sur un écran dont il voulait lui-même vérifier les qualités. Et à chaque fois, il était très présent sur la qualité technique de sa projection. Ouais. Donc, tous les journalistes de Paris accourent à ce moment-là sur la place d'Italie. Il faut savoir que toutes les projections de presse, d'habitude, sont vers les Champs-Élysées. On accourt sur les places d'Italie, on remplit cette énorme salle avec ce film dont on ne savait rien, puisque la rumeur qui le précédait était affreuse. Ouais. Et ça a envahi l'espace tout d'un coup d'un écran. C'était un effet de le voir sur un écran de cette taille-là. Ça a un effet dingue. Ouais. D'ailleurs, ils avaient fait des projections test à Hollywood. Ils avaient pris des cinéphiles, etc. Et ils leur ont dit, vous allez voir le film de Grandes Espérances avec Robert De Niro, Gwyneth Paltrow et Ethan Hawke, je crois. Et donc, les gens s'installent, ils regardent le film, et puis au bout d'10 minutes, un quart d'heure, ils se rendent compte qu'ils sont en train de voir Titanic de Cameron, quoi. Mais c'est bien avant la sortie du film. Waouh. Mais la première scène qu'ont filmé DiCaprio et Kate Winslet, apparemment, c'est la scène où il l'a peint nu. Donc ça, c'est difficile. Je crois que Cameron a regretté ça par la suite parce qu'ils n'ont pas cette intimité qu'ils se créeraient à travers le film, puisqu'ils sont tous les deux dans des tranchées mouillées en plus. À propos de tranchées, on voit que l'équipage, ils sont tous très jeunes. Et ça, c'est probablement basé sur la réalité. C'est comme des jeunes soldats, tu vois. Et c'est très, très émouvant. L'iceberg arrive au bout d'1h40. Et il y a un truc qui est un petit peu gênant, c'est quand la vieille dame raconte ses souvenirs sexuels. Tu sais, il avait un tout petit pinceau. C'est quand même... Ça m'a gêné un petit peu. Tu fais bien la vieille dame. Et c'est le mec qui joue le capitaine Bernard Hill, qu'on verrait aussi dans Le Roi, dans Le Seigneur des Anneaux. Il est magnifique, il est bouleversant. Quand il réalise que c'est la fin, il n'y a plus rien dans son œil. T'as vu, il est mort déjà avant de mourir. Et l'architecte aussi du bateau est formidable. Le type qui règle l'horloge, là, parce qu'ils ont tous compris, avant tout le monde, que c'est foutu pour tout le monde. Ils boivent du brandy. Ouais, Marlon Brandy. Ouais, c'est ça. Ouais. Il m'a regardé avec la haine. Je te comprends. Et le personnage de Rose, c'est une féministe avant l'heure, la fille. Parce qu'elle passe son permis, elle conduit des avions, etc. Et puis elle se laisse pas faire. Tu vois. Elle envoie, et puis elle divorce de Billy Zane. Ouais. À l'époque, les femmes divorçaient pas, quoi. Elles étaient plutôt soumises, malheureusement. Et là, tu vois que c'est une femme de caractère pour l'époque. Hein.
Il en a fait vraiment une fille assez forte. Quand on voit toutes les photos de sa vie qu'il raconte, tout ce qu'elle a fait, et tout ce qu'elle a fait, l'aviation, tout ça. Ah ouais, parce qu'elle devient comme Amelia Earhart, elle a tout fait, tu sais, genre. Mais ça m'a fait penser un petit peu. Pardon, vas-y. Non, je voulais dire que c'est aussi ça qui a fait le succès du film, c'est-à-dire que beaucoup de femmes sont allées voir le film et ont vu en Rose un modèle aussi, et tu le soulignes tout à fait, cette espèce de, pas forcément de féminisme revendiqué, mais de fait elle a échappé à la mort, mais à côté, elle a eu une vie de dingue. Bien sûr. Elle n'est pas passée à côté de sa vie. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de noirs à bord, t'as vu, ils sont moins cons que les blancs, ils ne sont pas montés dans le Titanic. Et le film est dur à regarder quand même. Au bout d'un moment, c'est une tragédie, tout le monde meurt, et c'est très violent comme film, hein, pour un blockbuster hollywoodien. Ces gens qui meurent, quand on commence à charger ces chaloupes et qu'il y en a qui partent avec seulement 3 personnes à bord, ça c'est basé sur la réalité et Cameron n'a pas du tout mis du sucre pour enrober son histoire. Hein. C'est vraiment... C'est quand on les voit tous dans la flotte qu'on prend conscience du truc, on est à leur place. Quoi. Ça c'est une image. Et puis cette image, quand ils arrivent trop tard avec les chaloupes, qui sont tous gelés dans la glace comme ça, c'est une image terrifiante ça. Et Cameron nous la montre. Il y a un bébé même, c'est affreux. Ouais. Non, c'est terrible. Et l'eau qui se déverse dans les couloirs aussi, ça m'a fait penser au sang dans l'ascenseur de Shining, tu sais. Et c'est vrai qu'on est en plein film d'horreur, quoi. Avec le mec qui se suicide et tout, tu sais, parce que... Et puis toujours cette histoire extraordinaire de ces musiciens qui ont continué à jouer, alors que les gens mouraient autour d'eux et qui continuaient à jouer leur ritournelle. C'est la scène où DiCaprio, il est attaché avec des menottes dans une cale au fond, attaché à un tuyau. Ouais. Et elle vient avec une hache pour couper la... Comme Shining, couper le truc, comme Shining. Ouais. Et tu vois, il y a deux... Here's Rosie. Alors, elle casse la vitre pour prendre la hache. Ouais. Et juste le plan suivant, quand elle prend la hache, la vitre, elle s'est reconstituée. Ouais. C'est un petit fond raccord. Et lorsqu'elle va taper avec sa hache pour péter les menottes, si tu mets bien ralenti, en fait, elle tape la hache sur le poignet de DiCaprio. Elle aurait pu lui couper le poignet. Parce que les menottes étaient évidemment, c'était déjà cassé. Ouais. Mais elle tape fort, elle tape sur le poignet de DiCaprio. C'est incroyable. Heureusement que c'est une fausse hache. Mais ils sont poursuivis, je ne sais pas si on l'a dit déjà, David Warner. Je crois que je l'ai mentionné en début d'émission, mais c'est un grand acteur, David Warner. On se rappelle de lui en Jack l'Éventreur dans... C'était demain. C'était demain. Il était aussi dans Les Chiens de paille. C'était un des grands méchants du cinéma anglais. Il est toujours extraordinaire. Moi, j'étais contente parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu quand je l'ai redécouvert dans Titanic. Le nom de méchant que lui donne Cameron, c'est Spicer Lovejoy. C'est magnifique. Et merci à la Fox d'avoir accepté Warner dans le film. Hein. Mais quel enfer pour ce couple, parce que non seulement ils sont en train de se noyer avec des hectolitres d'eau qui leur tombent sur la tronche, mais en plus il y a Billy Zane qui les poursuit avec un flingue. C'est là où il faudrait qu'il y ait un aileron de requin en plus, tu sais, genre comme si c'était pas assez, tu vois. Il est très très bon en le film, Billy Zane est très très bien dans le film. Il fait une merde sans nom, quoi. Il n'a pas de rédemption, lui, effectivement. Et c'est bizarre parce que le méchant, en fait, il est assez antipathique, il s'en sort dans le film. Ouais. Enfin, il s'en sort même s'il se suicide après, mais il s'en sort. Et là où le gentil et le héros ne s'en sort pas. Donc c'est un peu à contre-courant des codes hollywoodiens aussi. Ouais, non, c'est incroyable. Mais DiCaprio, j'ai pris une note, je vais vous la lire à tout hasard. C'est DiCaprio gèle comme la margarita qu'il boit dans Once Upon a Time in Hollywood. On coupera ça, rassurez-vous. Je me suis renseigné un petit peu sur tous les films qu'il y avait sur Titanic, on ne peut pas en parler de tous. Ouais. Mais il y en a un très très surprenant qui est tombé dans l'oubli, heureusement en fait. C'était sous l'époque nazie, les Allemands ont fait un Titanic en 1943. Et c'était Goebbels, c'est des films de propagande à l'époque, c'est Goebbels qui avait commandé ça. Ouais. C'est un film qui avait un budget de 180 millions de dollars pour l'époque, c'est totalement aberrant. Oh. Et en fait, ils ont pris un bateau allemand qui avait 3 cheminées, ils ont mis une 4e factice pour tourner ce truc-là. Et c'était une catastrophique le film. Et le réalisateur du film, qui s'appelait Herbert Selpin, il s'embrouille avec les mecs parce qu'il y a des trucs de tournage, etc. Ouais. Et il se fait dégager du film. Il est interrogé par Goebbels lui-même. Et le réalisateur, on le trouve pendu dans sa cellule quelques temps plus tard. Wow. Voilà. Alors, c'est un film qui a été fait pour de mauvaises raisons. Est-ce que c'est parce que Iceberg a un nom juif que les Allemands ont voulu faire ? Je ne sais pas. Bravo. Mais en tout cas, ça fait partie des films, des bizarreries dans le cinéma. Incroyable. Les Allemands ont voulu faire les nazis, ont voulu faire leur Titanic. Quoi. Ouais. Voilà. Ce podcast est un naufrage, pour paraphraser les musiciens. Ça a été un privilège de podcaster avec vous ce soir. Si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur le Titanic, qu'il ou elle le dise, ou qu'il ou elle se taise à tout jamais. Bravo. Bien, merci mes cinébuddies pour cette traversée en solidaire. Sophie, tu es très belle. Jeff,
t'es pas beau. Non, t'es pas que beau, pardon. T'aimes ça, non? Ok. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast, grand écran. Ça sent que ça fatigué là. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Sophie Benamon, je cherche encore le cœur de l'océan. Wow. Jeff Domenech, les femmes, les enfants et les podcasteurs d'abord. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui flotte mais ne coule pas. Et maintenant, tous en chœur, c'est nous les gars de la marine. Comme d'habitude, je suis toujours tout seul à chanter. Mais tu chantes si bien. Merci.